Alors c'est au décès de mon père, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, que je suis devenu propriétaire de la Faucille. C'est un château qui est protégé au titre des monuments historiques avec une inscription, ainsi que les différents bâtiments qui sont autour, comme la chapelle, l'orangerie, la fuie, le pont aussi. Pour le château, ce sont les façades et les toitures. Quand on est arrivé à la demande de Monsieur Dubourg-Bril, la préoccupation c'était surtout les toitures du château. Côté nord comme côté sud, partout les ardoises étaient vraiment dégradées et toutes les parties en zinc gris, les gouttières, les noues étaient également plus que vétustes. On s'est rendu compte, donc, en faisant les recherches et les diagnostics, que cette couverture n'était pas très ancienne, elle datait de 1936, mais faite avec des ardoises d'une trop faible épaisseur, 3 mm, ce qui est trop peu pour un édifice comme ça. Et les noues étaient en zinc et les infiltrations qui se sont produites un peu partout sur la couverture ont provoqué, hélas, des désordres importants dans la charpente. Le bâtiment est coupé en 2 tranches de travaux. Donc sur la première tranche, il y en avait la moitié qui était non découverte, l'autre moitié découverte. Donc on a fait naturellement celle qui était découverte. Et c'est là qu'on s'est aperçu que les pannes qui étaient de même section que les chevrons étaient toutes fléchies. Les chevrons, il y en avait la moitié qui était très abîmés, voire cassés. Les problèmes structurels sur les pièces principales étaient très importants aussi, notamment du côté sud, où l'eau vient très fréquemment frapper sur les couvertures. Sur ce type de charpente qui est mansardée, donc nous avons 2 sablières. Les sablières qui sont à la base du plancher et plus les sablières de brisille qui se trouvent à la rencontre des 2 couvertures. Les sablières de base de la charpente sont en chêne et les sablières de brisille sur le site sont en châtaignier. Lorsque nous sommes intervenus pour commencer à travailler sur la charpente, on a commencé par la sablière basse. L'ensemble des pièces a été très abîmé. C'est bien sûr dû à des infiltrations d'eau qui ont fait pourrir petit à petit ces pièces de chêne. Pour commencer à changer ces sablières qui étaient très altérées, il a fallu fixer les chevrons qui reposaient sur cette sablière de façon à ce qu'ils ne bougent pas ou qu'ils ne descendent pas lorsqu'on enlevait cette fameuse sablière. Pour procéder à la dépose de l'enceinte de sablière, c'était très facile parce qu'elles étaient très altérées, elles étaient pourries pratiquement. Donc un petit coup de scie, un coup de tronçonneuse. Le maçon, lui, entre-temps, a enlevé les corniches qui supportaient la sablière. Et de cette façon, nous, on a pu glisser les morceaux avec les tenons des chevrons qui se situaient en pied de chevron, quoi. Alors sur les sablières, les parties horizontales, donc celles qui reçoivent tous les chevrons, on a juste fait des assemblages à mi-bois. C'est-à-dire qu'on enlève une demi-épaisseur sur 20 cm de long à peu près de chaque extrémité. Après, c'est à nous de gérer si on veut faire un mi-bois au-dessus de la pièce ou en dessous. Tout dépend de l'état sanitaire de celle qui va recevoir la pièce qu'on ramène. Voilà. On a descendu la pièce, on a tout tracé nos emplacements et une fois que tout était taillé, on a relevé l'ensemble de façon à ce qu'il vienne épouser la base des chevrons. Ça bien calé et ensuite le maçon lui est revenu positionner ses corniches.
Il est évident que c'était très important de la changer puisque c'est une pièce principale. Et toutes les pièces dans la charpente sont importantes, bien évidemment. Mais la sablière, c'est primordial. Il faut que ce soit des pièces saines qui tiennent. Donc on a changé tout ce qui était important à changer. Alors sur la partie basse de la charpente qu'on appelle le brisy, on a changé pratiquement tous les chevrons qui viennent le long des lucarnes. Ce sont des chevrons qui ne faisaient pas 10 cm par 10 de section, ils faisaient 5 cm par 10. On les a remplacés par des chevrons neufs qui font de la même section. On a changé ces chevrons qui sont pratiquement verticaux. On a eu de la difficulté parce qu'à la base de ces chevrons, il y a un tenon. Comme ils sont coincés entre donc, la sablière du bas et la sablière de brisy, la sablière du haut, pour les enlever, il a fallu qu'on coupe un petit peu à la scie ou aux agues pour pouvoir les sortir, quoi. Ensuite, les pannes qui étaient toutes creusées en dessous, qui étaient de section beaucoup trop faible, on a décidé avec l'architecte et les responsables de l'entreprise de les changer et de les remettre à la section originelle, ou celle qui aurait dû être lorsqu'ils ont fait la construction. C'est-à-dire que celle qu'on a enlevée, qui était toute cintrée par le poids de la couverture, elle faisait 10 cm par 10. Et nous, on remet des pannes qui font 13 cm par 15. Lorsque nous sommes arrivés, on a commencé à démonter les chevrons pour pouvoir les analyser en les disposant sur des tréteaux, les nettoyer et voir ce qui était encore bon et ce qui ne l'était pas, quoi. Sur le chantier, on a dû changer 5% de l'ensemble des pièces de bois. Il y a beaucoup de travail en préparation et en taillage. Nous, quand on arrive, on volige. Ensuite, on regarde le traçage, principalement en parallèle par rapport au faîtage, pour ne pas avoir de forant. Et on descend pour garder une parallèle avec l'égout, pour qu'on n'ait aucun forant ni en haut ni en bas et que tout soit homogène dans la montée. Mais le traçage, on vérifie toujours en premier aussi en haut et on redescend. Et après, on sait notre point de départ et notre point d'arrivée. C'est de la volige de sapin en épaisseur de 25 mm. Pour poser une ardoise, on la prend. On regarde si elle n'est pas trop biscornue ou tordue, sinon elle va lever, c'est pas très joli, on appelle ça qu'elle baille. Ensuite on la pose sur l'enclume, on l'épaule, c'est-à-dire qu'on fait sauter 2 coins dans les angles supérieurs en haut, qui seront à l'abri ensuite. On épaule l'ardoise pour éviter qu'elle en fasse lever une autre, si jamais il y a une malformation dans la charpente ou si elle serait plus épaisse ou un peu tordue sur le angle. On lui fait 2 trous pour la clouer, puis ensuite mettre les clous tout simplement. Avoir des ardoises épaisses permet d'avoir un plus joli rendu et une meilleure durabilité dans le temps. Parce qu'à force de l'érosion, elle va perdre un peu d'épaisseur, elle va probablement s'affiner un peu. Quand on réalise les arrêtiers, généralement on fait un premier côté qu'on laisse dépasser, ensuite on fait le deuxième pour bien venir le long et ensuite recouper celle qui dépasse et on a un arrêtier qui est bien fermé sans ouverture.
Elles se recouvrent un petit peu l'une sur l'autre, juste l'épaisseur de l'ardoise. Une noue, c'est la jonction de deux versants en angle fermé, on va dire, tandis qu'un arrêtillon sera en angle ouvert. Pour faire une noue, ça fait environ 40-50 cm de large, mais ça représente entre 4-5 ardoises, plus un remplissage. Dans les noues, il n'y a que de l'ardoise, d'une longueur suffisamment longue pour ne pas avoir de soucis d'étanchéité. Donc on a 4 fendis de 8 cm et 2 fendis de 8, encore dans l'autre rang, avec ce qu'on appelle une longue requête qui, elle, fait 12. Il faut qu'on s'adapte à l'angle de la noue, avec des fendis d'une longueur suffisante par rapport à la pente de noue. Par exemple, ici, il y a des versants où on est en ardoise de 30 de base, et en fondi, on doit passer en longueur de 50, par exemple, sur lucarne pour avoir suffisamment de recouvrement. Généralement, on perd du milieu, car l'axe est tracé, donc c'est notre base. Et après, soit on va partir à gauche, faire le remplissage, et ensuite à droite, ou à droite et ensuite à gauche. Enfin, c'est vraiment purement les préférences de chaque personne. Même si le remplissage sera toujours en dernier par rapport au fendi. Pour moi, c'est important de restaurer ce château-là parce qu'il représente quand même le savoir-faire de nos anciens charpentiers. C'est un savoir-faire qu'il faut conserver. C'est très important. Je crois que c'est important de restaurer le patrimoine. Tout d'abord, peut-être pour que les savoir-faire puissent se transmettre. C'est une façon de rendre hommage à tous les compagnons qui ont fait ce patrimoine exceptionnel que nous pouvons encore voir aujourd'hui et faire admirer. C'est quelque chose qui permet de penser forcément aux générations futures et de comprendre d'où l'on vient également, comment les édifices ont été construits au fil du temps. Et les restaurer, ça permet aussi de faire perdurer tous ces savoir-faire, y compris les métiers qui tournent autour de ce travail. C'est un bâtiment exceptionnel de par son histoire. En plus, le propriétaire est très intéressé par les travaux qu'il engage, les discussions qu'on a avec lui. Mon équipe et moi-même, nous sommes super heureux d'avoir travaillé sur ce chantier-là. Ici, c'est vraiment extraordinaire. Avec tous ces beaux arbres, ces tourelles, ces vieux bâtiments, c'est assez incroyable, quoi. C'est un petit peu comme dans un rêve.